Bienvenue. Quand on pense à une enquête financière, on imagine souvent le moment de la grande révélation. Pourtant, le plus important, ce n'est pas ça, c'est la préparation. C'est là, en amont, que l'auditeur, un peu comme un détective, va dessiner son plan de bataille pour être sûr de ne rien laisser au hasard. C'est ce plan d'attaque qu'on décortique aujourd'hui. Voilà la question centrale. Face à des milliers, voire des millions de transactions, comment on fait pour ne pas se noyer? Comment on identifie les zones où il y a un vrai risque? Eh bien, la réponse, et c'est la clé de tout, c'est une planification absolument rigoureuse. Alors, pour comprendre comment se bâtit ce fameux plan, on va suivre une feuille de route en 5 étapes. D'abord, on va voir pourquoi ce plan est si essentiel. Ensuite, on apprendra à connaître notre scène de crime, l'entreprise. Puis, on évaluera les risques, on fixera des seuils pour savoir ce qui est important, et enfin, on verra comment tout ça est mis noir sur blanc. C'est parti! Ok, première étape, le plan en lui-même. Il faut bien comprendre qu'un bon plan, c'est ce qui fait la différence entre un audit qui va droit au but et un audit qui part dans tous les sens et qui n'en finit plus. Ça permet de concentrer l'énergie sur les vrais enjeux, d'anticiper les problèmes. Bref, c'est la fondation sur laquelle tout le reste va être construit. Comme pour n'importe quelle enquête, la toute première chose à faire, c'est de collecter du renseignement. Avant même de chercher le moindre indice, il faut comprendre le terrain de jeu. L'auditeur va donc se muer en profileur pour connaître l'entreprise, son marché, son fonctionnement, sur le bout des doigts. L'auditeur va donc constituer un véritable dossier d'enquête. Dedans, il va compiler tout un tas d'infos, le secteur d'activité et ses règles, bien sûr, mais aussi la structure de l'entreprise, ses ambitions et, surtout, ses systèmes de contrôle interne, ses garde-fous. Le but de tout ça? Commencer à repérer les premières zones de vulnérabilité. Bon, une fois qu'on a ce dossier bien rempli, l'analyse peut vraiment commencer. L'auditeur va utiliser toutes ces informations un peu comme une carte pour identifier ce qu'on pourrait appeler les zones rouges. Ce sont les endroits où les problèmes financiers ont le plus de chances de se cacher. C'est ça, l'évaluation des risques. Il faut savoir que l'objectif ultime de tout ce travail, c'est d'éviter ce qu'on appelle le risque d'audit. En clair, c'est le risque de se planter complètement, de dire tout va bien, les comptes sont bons, alors qu'en réalité, ils contiennent des erreurs majeures. Toute la planification vise donc à réduire ce risque au strict minimum. Ce risque global, en fait, il se décompose en deux parties. D'un côté, il y a le risque qui vient de l'entreprise elle-même. Est-ce que son business est complexe? Est-ce que ses contrôles internes sont un peu une passoire? Et de l'autre côté, il y a le risque de l'auditeur. Est-ce que ses propres outils, ses propres méthodes sont assez fins pour trouver l'anomalie si elle existe? Et c'est là qu'on touche à un point crucial. Cette relation fonctionne comme une balance. Si le risque de l'entreprise est très élevé, par exemple si ses contrôles sont très faibles, eh bien l'auditeur, lui, n'a pas le droit à l'erreur. Il doit compenser en sortant l'artillerie lourde, des tests beaucoup plus poussés, beaucoup plus étendus, pour réduire au maximum son propre risque de passer à côté de quelque chose. Soyons clairs, un auditeur ne peut pas tout vérifier, ce serait mission impossible. Il doit donc se concentrer, et pour ça, il doit répondre à une question fondamentale. À partir de quel montant une erreur devient-elle assez grosse, assez significative, pour qu'on s'y intéresse vraiment? C'est tout l'enjeu de la fixation des seuils. Ce concept central, c'est le seuil de signification. C'est un chiffre qui agit comme une ligne de démarcation. En dessous de ce montant, on va considérer qu'une erreur est mineure, mais au-dessus, elle devient significative, parce qu'elle est assez importante pour potentiellement tromper un investisseur, une banque ou n'importe qui lisant les comptes. Mais attention, il y a une petite subtilité. En pratique, l'auditeur ne travaille pas avec un, mais avec deux seuils. Il y a le seuil de signification finale, celui pour le jugement global, et puis il y a un seuil de planification qui est volontairement plus bas et qu'il utilise pendant son enquête. Pourquoi? C'est tout simplement une marge de sécurité, un filet pour s'assurer que plusieurs petites erreurs, qui, prises seules, sont sous le radar, ne finissent pas en s'additionnant par créer un gros problème. Bien, une fois que toute cette analyse est faite, le terrain est connu, les risques sont identifiés, les seuils sont fixés, il faut que tout ça se matérialise. Il faut le mettre noir sur blanc dans des documents officiels qui vont servir de feuille de route à toute l'équipe d'audit. Et pour ça, il y a deux documents essentiels. D'abord, le plan de mission. C'est le document stratégique, la vue d'ensemble. Il explique l'approche générale, les grands objectifs, c'est le quoi et le pourquoi de l'audit. Et ensuite, on a le programme de travail. Lui, c'est le document opérationnel, le mode d'emploi. Il liste précisément chaque test à faire, qui le fait et avec quel budget. C'est le comment et le qui. Donc,
Si on résume, la planification d'un audit, c'est un processus vraiment logique. On commence par connaître la cible pour évaluer les risques. À partir de là, on fixe des seuils pour savoir où concentrer les efforts. Et on finit par formaliser tout ça dans un plan de mission qui donne la stratégie et un programme de travail qui donne les actions concrètes. Le plan est sur la table, la stratégie est claire, l'équipe est prête. Mais au fond, ce n'est que le début. La grande question maintenant, c'est comment ce plan, ce beau schéma directeur, va-t-il se confronter à la réalité du terrain lorsque l'enquête commence pour de vrai ?